Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité vous rencontrer devant les Français qui nous écoutent et nous regardent pour tirer les conclusions du grand débat national et proposer au pays les orientations du nouvel acte qu'appelle l'attente de nos concitoyens, nouvel acte de notre République. Un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes, qui a dit sa colère, son inquiétude, qui a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès. Et ce mouvement a ensuite été récupéré, nous l'avons tous vu, par les violences de la société. L'antisémitisme, l'homophobie, les attaques contre les institutions, les journalistes parfois, les forces de l'ordre. Nous vivons dans une société avec des politiques publiques qui ont largement été pensées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La famille a changé, la manière de travailler a changé, nos organisations ont changé, et nous ne l'avons pas totalement vu. Ces vies, un peu oubliées de nos politiques publiques, de beaucoup de nos discours, qui ont dit « moi je participe, je travaille, je vis mal, malgré ce travail, et je veux non seulement qu'on me reconnaisse, mais qu'on apporte des solutions concrètes à ma vie ». Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées. Alors ce nouveau temps, cette mandature et de notre République, je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun en demandant à chacun le meilleur de lui-même. L'art d'être français, c'est être à la fois enraciné et universel, être attaché à notre histoire, nos racines, mais embrasser l'avenir. Et pour ce faire, il y a 4 orientations que je voulais brosser ce soir devant vous avant de répondre à vos questions et qui sont en quelque sorte celles sur lesquelles je veux construire cette nouvelle étape. La première orientation, c'est de changer beaucoup plus en profondeur et rapidement notre démocratie, notre organisation, notre administration. Au fond, le sentiment de beaucoup de nos concitoyens, c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est de dire « vous nous avez demandé des changements à nous, vous avez très peu changé. Vous êtes toujours avec les mêmes, organisés de la même manière, on n'a rien vu bouger. » Ce n'est pas faux. Alors sur le plan démocratique, les citoyens veulent être mieux représentés, participer davantage, avoir, au fond, une organisation plus efficace. Les gens qui votent blanc nous disent « je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte ». Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. C'est quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus, c'est trop facile. Blanc ne résoudra aucun problème. Monsieur X, Madame Y, oui. Qu'on soit d'accord ou pas. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée, qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Et enfin, je souhaite que cette place de nos concitoyens dans notre démocratie ainsi revitalisée puisse aussi se faire par la réforme que nous devons conduire du Conseil économique, social et environnemental. Ce Conseil existe depuis la Constitution de 1958, et c'est une présence qui a des antériorités pour représenter la société civile. Nous en réduirons le nombre, mais à côté des grandes forces vives économiques, sociales, associatives qui y sont présentes et qui portent les grands sujets, je souhaite qu'on puisse avoir des citoyens tirés au sort qui viennent compléter cette assemblée. Et j'ai pleinement conscience que la politique que nous avons parfois menée a été perçue comme lointaine, parfois trop froide, venant de Paris, et donc technocratique. C'est parfois injuste, c'est parfois vrai. En tout cas, il faut le regarder en face. Et donc, on a parfois transféré des compétences, mais quand les ennuis sont là, c'est toujours l'État. Ce qui est un peu simple. Et donc, une vraie république décentralisée, c'est des compétences claires qu'on transfère totalement, en supprimant les doublons, on transfère clairement les financements, mais on transfère clairement la responsabilité démocratique. Et la question que nous devons nous poser, c'est à quelle élection on vote pourquoi? Moi, je suis convaincu que sur les sujets que j'évoquais,
le logement quotidien, le transport, beaucoup de sujets de la vie quotidienne. Quand on vote pour le président de la République, on ne vote pas pour cela. Mais je souhaite qu'il puisse y avoir un geste de décentralisation extrêmement clair, et avec celui-ci, un principe de différenciation territoriale. Et donc, je veux qu'on remette plus de fonctionnaires sur le terrain qui apportent des solutions. Et les Canadiens sont toujours très inspirants. Mais je veux qu'on mette en place quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'ils ont fait. Cette maison qui s'appellerait France Service, où dans chaque canton, en moyenne, on pourrait avoir un lieu où sont regroupés l'accueil pour le public de services de l'État, mais on propose aux collectivités locales d'y être aussi présentes et à tous les opérateurs. Parce que pour nos concitoyens, c'est devenu illisible. Quand ils ont un problème de savoir s'il faut aller à la CAF, à Pôle emploi, ou si c'est la préfecture, ou si c'est la mairie et la mission locale. La simplicité, c'est la vraie protection. Enfin, une réforme de notre haute fonction publique. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde des règles de la fonction publique, pour le bien des fonctionnaires. On attire dans l'État les meilleurs pour pouvoir régler les problèmes les plus complexes. Aujourd'hui, quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique? Non. Je souhaite que nous mettions fin au grand corps. Je pense que nous avons besoin de services d'excellence, de filières d'excellence. Nous n'avons plus besoin de protection à vie. Et elles ne correspondent plus à notre capacité à attirer les talents ou même à les garder. Nous l'avons tous entendu, et je l'évoquais, il y a un sentiment d'injustice, et d'abord d'injustice fiscale, qui est là. Alors il s'est exprimé face à l'évasion fiscale, qui est une réalité, ou l'optimisation fiscale excessive, et cette réalité d'évasion de l'impôt mine l'adhésion à l'impôt. Alors, je crois très profondément que, sur ce sujet, le gouvernement et le Parlement ont fait beaucoup de choses. Des lois très importantes, permettant de revenir sur ce qu'on appelle le verrou de Bercy, introduisant des règles de déchéance civique, dans certains cas, ont été prises. Mais il faut lever toute forme de soupçon. Aussi, vais-je confier à la Cour des comptes la mission d'évaluer précisément les sommes qui échappent à l'impôt et de proposer des mesures précises pour qu'en France, chacun respecte les mêmes règles. Si nous pouvons aller plus loin, nous le ferons sur ce sujet. J'ai aussi entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune, menée au début du quinquennat, était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale. C'est vrai, c'est exprimé partout et largement. Mais elle a supprimé la partie du patrimoine qui était investie dans l'économie. Pour faire quoi? Pour encourager l'investissement en direction de l'économie réelle, de la recherche, des usines, de la production. Parce que s'il n'y a pas d'investissement national, il n'y a pas d'économie, ou alors il y a une économie qui se vend aux investisseurs étrangers. Et notre pays y est ô combien sensible. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Je ne veux pas de hausse d'impôt, et je veux des baisses pour ceux qui travaillent, en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. Enfin, ces baisses, il faut expliquer comment on va les faire et comment on les finance. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôt en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique. Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins et donc supprimer nombre d'organismes inutiles. Il nous faut aller plus loin, avec les baisses d'impôts sur le revenu que j'évoquais un instant, avec aussi une meilleure association des salariés aux résultats de l'entreprise, par la réforme de l'intéressement et de la participation qui vient d'être conduite, par la répétition cette année de la prime exceptionnelle, sans charge ni impôt, décidée l'année dernière, dans le cadre de l'intéressement des entreprises, si elles décident d'apporter 1 000 € de plus. C'est aussi par le revenu universel d'activité que nous devons créer dans les prochains mois pour tourner vraiment nos prestations sociales vers l'incitation à la reprise d'un emploi. Puis dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues, elles ont été vues comme injustes, et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi, au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Nous sommes face à des défis, des grands changements, et ils suscitent de la crainte parce que nous sommes comme amigués. On prend beaucoup de décisions, mais elles ne sont pas suffisamment lisibles. La première de ces transitions, la plus urgente, la plus impérieuse, c'est évidemment le climat. Le climat doit être au cœur du projet national et européen. On a beaucoup de solutions, je l'ai souvent dit, mais elles sont souvent trop complexes pour nos concitoyens, pas utilisées, peu connues, peu adaptées. Qu'il s'agisse
des aides pour changer la chaudière, pour changer de véhicule, c'est en train de s'améliorer, mais enfin, il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi la Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet, de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de la rénovation des logements, qu'il s'agisse de l'isolation ou du chauffage, pour les rendre plus efficaces, de définir, si besoin était, d'autres mesures incitatives ou contraignantes, et, si besoin était, de définir aussi des ressources supplémentaires et de proposer des financements pour ce faire. Depuis 2 ans, énormément de choses ont été faites. Pour notre agriculture, après des états généraux nourris, et pour avoir une stratégie alimentaire et agricole, pour définir notre ambition en matière numérique ou d'intelligence artificielle, pour réindustrialiser notre pays. Mais parfois, ces stratégies, parce qu'elles se multiplient, sont devenues illisibles pour beaucoup de nos concitoyens. Et l'esprit français a besoin que tout ça soit ramassé dans une forme de stratégie collective de la nation. Et nous avons besoin de, je crois, bâtir une ambition où, à 2025, on se donne des objectifs clairs et on mobilise en fonction de ces moyens. Et face au numérique, au changement climatique, à tout ce qu'on a commencé à faire, on a besoin de bâtir un pacte productif permettant de viser en 2025 le plein emploi. C'est à notre portée, complètement, pour faire face à ce doute, cette colère que nous voyons dans notre société. Et pour retrouver l'indispensable contrôle que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi, en quelque sorte, de savoir défendre, réaffirmer les permanences du projet français, de ce qui est la trame de notre nation. Je veux que dans les prochains temps, nous puissions redéfinir une véritable ambition et la force d'une politique familiale pour accompagner nos familles qui se sont profondément transformées ces dernières années, qui n'ont pas le visage des familles françaises d'il y a 20 ans, mais qu'on doit accompagner pour retrouver une dynamique de notre natalité qui commençait à baisser ces derniers temps, ces fameuses familles monoparentales, souvent ces mères vivant seules. Je veux que nous mettions en place, de manière très rapide, un système où on donnera la prérogative de puissance publique à la caisse d'allocation familiale pour qu'elle puisse aller prélever directement les pensions alimentaires dues quand elles ne sont pas versées. On ne peut pas faire reposer sur les mères seules qui élèvent leurs enfants, et ce faisant qui construisent la République de demain, l'incivisme de leurs anciens conjoints. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous masquer. Quand on parle de laïcité, on ne parle pas vraiment de laïcité. On parle du communautarisme qui s'est installé dans certains quartiers de la République. On parle d'une sécession qui s'est parfois sournoisement installée parce que la République avait déserté ou n'avait pas tenu ses promesses. On parle de gens qui, au nom d'une religion, poursuivent un projet politique, celui d'un islam politique, qui veut faire sécession avec notre République. Et là-dessus, j'ai demandé au gouvernement d'être intraitable. Nous avons commencé à le faire avec une politique ambitieuse de reconquête républicaine dans plusieurs quartiers. Je souhaite que nous allions plus loin, en renforçant le contrôle sur les financements venant de l'étranger, en étant beaucoup plus dur à l'égard de toutes les formes de cet islamisme politique, de ce communautarisme, de cette sécession au sein de notre République. Parce que c'est une menace sur la capacité à tenir la nation ensemble. L'Europe à laquelle je crois, l'Europe souveraine, forte, c'est une Europe qui repense une ambition de coopération, de développement à l'égard de l'Afrique et de toutes celles et ceux qui en ont besoin pour éviter les migrations subies. Mais c'est aussi une Europe qui tient ses frontières, qui les protège. C'est une Europe qui a un droit d'asile refondé et commun, et où la responsabilité va avec la solidarité. C'est sur ces bases qu'on doit refonder Schengen. Quitte à ce que ce soit un Schengen avec moins d'États. Je ne veux plus avoir dans l'espace Schengen des États qui vous disent « j'en suis quand c'est pour la liberté de circulation, mais moi je ne veux pas en être quand il s'agit de répartir la charge. Pas de solidarité chez moi. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne veux plus non plus des gens qui ne veulent pas tenir la frontière commune et sont dans le laxisme. Cette refondation est indispensable. Je crois très profondément à l'asile. C'est un devoir, c'est dans notre Constitution. Mais pour bien accueillir ceux qui y ont droit, on doit lutter plus efficacement contre ceux qui en abusent, contre les filières de passeurs qui utilisent ce droit. Et donc poursuivre le travail qui a été commencé en la matière, mais avoir aussi une politique d'accueil, d'intégration de celles et ceux qui ont droit à l'asile ou qui veulent rejoindre la vie de la nation. Voilà, au fond, ce qu'il nous faut faire, c'est rebâtir un patriotisme inclusif où chacun prend sa part, où l'intérêt général français et européen est au fond réaffirmé, mais n'est pas simplement l'addition des intérêts particuliers. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais ici d'abord vous dire. Je crois que nous devons absolument continuer de transformer le pays, car les résultats sont là. La nouvelle étape, le nouvel acte, passe à mes yeux par les 4 orientations que je viens d'évoquer. Je ne suis pas sûr de parler d'acte, parce que cette terminologie a déjà été prise récemment et renvoie à une autre gymnastique qui se passe plus spécifiquement le samedi.